Dans cet épisode, on va voir ensemble comment utiliser le langage Python pour tenter d'interagir avec une base de données. Vous connaissez sûrement MySQL, MariaDB, Postgres. Dans notre cas aujourd'hui, on utilisera SQLite. C'est une base qui est beaucoup plus légère sous la forme d'un fichier en local, directement sur notre ordinateur. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser un serveur externe. Donc c'est très bien pour commencer à stocker de la data. Pour utiliser SQLite, la première chose, ça va être d'importer le module correspondant. Donc au début du script, vous allez faire import SQLite 3. Il est déjà présent par défaut dans Python depuis la 2.5, donc vous n'avez pas besoin de l'installer. Un peu plus bas, on va tenter déjà de créer ce fameux fichier contenant la base. S'il existe, on l'ouvre. S'il n'existe pas, on le génère. Donc c'est parti, je vais créer ou ouvrir le fichier de base de données en créant une nouvelle variable que je vais appeler db pour database. Ce sera égal à mon module SQLite3.connect. Comme ceci. À l'intérieur, vous allez devoir spécifier le chemin que vous voulez définir pour accéder à ce fichier. On va le faire directement à la racine du script. Donc on peut directement mettre ici le nom madb.db. Ici, vous mettez le nom que vous voulez. Par contre, l'extension, ça doit bien être un .db. Donc pour l'instant, ce fichier n'existe pas, mais il va le générer au lancement du script. Un peu plus bas, on va ensuite créer un curseur. Ça permet de pouvoir exécuter des requêtes SQL pour insérer une valeur, retirer, mettre à jour, supprimer. Je crée donc une variable cursor qui est égale à madb.cursor, tout simplement. Tout ce que vous voyez dans cette vidéo est simplement tiré de la documentation. Maintenant qu'on a créé ce cursor, je vais créer une première requête pour générer une première table. Donc une base de données, ça contient une ou plusieurs tables. Chaque table va stocker une information spécifique. Par exemple, si je crée la table user, je vais pouvoir stocker les utilisateurs de mon site web, par exemple. Après, j'aurai une table pour les commentaires, une table pour les commandes, etc., etc. Donc je vais faire cursor.execute et entre parenthèses, on va mettre des triples guillemets au début et à la fin. Ça va permettre ici d'inscrire notre requête SQL sur plusieurs lignes. Donc comment créer cette table user? On va faire un create table et la condition c'est si elle n'existe pas. Quel est le nom de cette table user? Et ensuite je vais ouvrir des parenthèses. À l'intérieur de ces parenthèses, on va mettre le nom de chaque colonne de la table. Donc la table va être composée de plusieurs colonnes pour stocker par exemple le numéro de l'utilisateur, son mot de passe, son email, etc., etc. On crée donc la structure de notre table. La première chose, ça va être l'ID. L'ID, c'est un identifiant unique sous la forme d'un numéro. Donc je vais ici préciser que c'est un integer pour dire que c'est un type entier, un nombre. Et ce numéro va être unique. En fait, s'il y a deux utilisateurs qui ont le même pseudo, par exemple, ils auront quand même la possibilité d'être différenciés par ce numéro unique. Ainsi, si je demande, par exemple, modifier l'utilisateur qui a le numéro 4, il saura que c'est Bernard Michel, par exemple. On va préciser ici que c'est une primary key, car c'est le moyen d'identifier notre utilisateur. Enfin, la propriété auto-increment va permettre automatiquement de remplir ce champ au moment où on insère un utilisateur. Comme ça nous évitera de compter combien on en a dans la base pour aller chercher le prochain numéro. S'il voit qu'il y a déjà 5 utilisateurs, il va dire « Ok, ça va être l'ID 6, puis l'ID 7. » Ça s'auto-incrémente. On peut mettre ensuite une virgule pour passer au deuxième champ. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut stocker pour chaque utilisateur? Par exemple, j'ai besoin de son nom, prénom et adresse email. Donc le nom de famille, c'est pas un entier, c'est du texte. Donc là, vous ne mettrez pas integer, mais texte. Vous avez ensuite la possibilité de préciser des informations comme la taille maximum du nom de famille pour pas que ça dépasse, une valeur par défaut. Dans notre cas, on va préciser que cette information est obligatoire quand on va créer un user. Donc je vais mettre ici not nul pour dire que ce champ ne peut pas être nul et qu'il est obligatoire. Un peu plus bas, on va faire la même chose pour le prénom, c'est du texte et ça peut pas être nul. Enfin, on va mettre l'adresse email qui est également un texte non nul. Mais en plus de tout ça, il faut que ce champ ne soit pas dupliqué. Il ne faut pas qu'il y ait deux personnes, deux utilisateurs qui ont le même email. Donc je vais mettre le champ en unique. On pourrait mettre d'autres champs comme le mot de passe. Enfin, je vais mettre ici la date de création du compte. Donc je vais l'appeler date création. C'est également du texte. On n'a pas de champ de type date ici. Et on va préciser par défaut que lorsqu'on crée un utilisateur, il va aller prendre la date actuelle de la machine. Donc entre parenthèses, je vais utiliser la fonction de SQL datetime, mettre ici now pour dire que c'est
le temps tout de suite. Et en deuxième argument, local time, pour qu'il prenne la configuration, pour qu'il prenne le fuseau horaire de ma machine. Donc ce qu'on vient de faire là, c'est vraiment tout un cours sur les bases de données. Si vous ne connaissez pas, je vais vous mettre quelques ressources supplémentaires. Maintenant qu'on a fait ça, on va tenter d'insérer une ligne, un utilisateur dans la base. Donc je vais faire cursor.execute. Et là, je vais vous montrer comment faire une requête d'insertion, mais cette fois-ci, on va la faire en une seule ligne. Donc pour insérer un nouvel utilisateur, on va utiliser le insert into. Puis on va préciser la table qui s'appelle user, qui est juste là. Entre parenthèses, vous allez préciser quels sont les champs qui vont être insérés. On a dit que l'ID, ça se mettait automatiquement, donc il n'y a pas besoin. Mais après, il y aura le nom de famille qui est obligatoire, le prénom et l'adresse email. Le champ date de création se remplit tout seul, avec la date par défaut. Donc ça, c'est simplement pour enseigner le nom des colonnes. Mais si on veut mettre les valeurs associées, il faut mettre ici values en mettant non pas les valeurs directement pour éviter les injections, mais des points d'interrogation. Ces points d'interrogation vont être remplacés au moment de l'exécution par les bonnes valeurs. Donc là, il y a 1, 2, 3 éléments, donc je mets 1, 2, 3 points d'interrogation. Je peux mettre une virgule et mettre entre parenthèses un tuple qui correspond aux valeurs que je veux insérer dans cette requête préparée. Capron, Léa et email léa.capron@gmail.com. par exemple. Alors je ne sais pas si cette personne existe, mais en tout cas, je souhaite s'abonner à ma chaîne. Vous pouvez insérer autant d'utilisateurs que vous voulez dans votre base. Il vous suffit de refaire cette commande et juste de modifier les valeurs. Par exemple, thomas.pertino@gmail.com. Une fois que vous avez fait votre curseur, vous allez devoir exécuter les requêtes. Sinon, elles ne seront pas prises en compte. Donc je vais faire un db.commit. Comme ceci. Donc là, on a vu les premières requêtes, c'est les requêtes d'insertion. On va créer une table et insérer des valeurs. Essayons d'exécuter ce script. On peut voir que ça a bien généré le fichier madb.db, donc c'est bon. Mais si je tente de voir ce qu'il y a à l'intérieur, ça ne fonctionne pas par défaut car on a besoin d'une extension supplémentaire. C'est pour ça que je vais installer l'outil SQLite 3 Editor. Il est gratuit et va me permettre de visualiser ma base de données. On peut voir l'intérieur de ma DB, il y a une table user, juste ici, et dedans, on a bien les différents champs. Automatiquement, ça a incrémenté le numéro, et on a le nom, le prénom, l'email, et la date de création à 10h02. C'est bien l'heure à laquelle j'ai exécuté. Vous êtes libre ici de venir modifier les valeurs. Par exemple, je vais mettre Léon à la place. Il me met ici la requête qui me permet de faire le changement, je valide et ça vient l'appliquer. Cette base de données, c'est sous forme d'un fichier, donc si vous supprimez le fichier, vous perdez la base bien sûr. Donc ça, c'était pour le premier exemple. Là, on fait tout de manière procédurale, mais après, dans vos scripts, vous allez vous créer des petites fonctions pour insérer un user, modifier les choses, etc. Je vais mettre en commentaire les lignes d'insertion pour éviter que ça s'exécute à chaque fois. Et en dessous, je vais tenter de vous montrer comment faire pour lire les données de la base. Donc on a vu l'insertion, maintenant on voit la lecture. On a besoin toujours de cursor pour créer une requête. Et là, je vais tenter de lire tout ce qu'il y a dans la table user. Donc je vais faire un select et mettre ici les champs que j'ai besoin. Donc si par exemple, je veux uniquement le champ nom et prénom, je mets nom, prénom. Ou si je veux tout récupérer, je mets une étoile. Ensuite, from et le nom de la table, user. Et là, on est bon. Pour récupérer la réponse de la requête, je vais faire une boucle for pour chaque ligne depuis cursor.fetchAll. Le fetch all, il permet d'intercepter toutes les réponses de cette requête. Et pour chaque ligne, je vais l'afficher le contenu. Attention, à la fin de votre script, je l'ai oublié tout à l'heure, vous êtes censé faire db.close. Si vous ne fermez pas la connexion à la DB, vous risquez d'avoir des problèmes pour l'éditer à nouveau. C'est encore pire sur les fichiers Excel par exemple. Donc on va essayer, je lance le script. Et là, regardez, j'obtiens bien tout ce qu'il y a dans ma DB. Si je viens insérer une nouvelle ligne, je vais mettre ici Marcel Théo, comme email marcel.theo@gmail.com. Je clique sur valider, on peut voir que ça a bien inséré la valeur. Je vais maintenant pouvoir exécuter mon script et maintenant j'obtiens ce troisième champ. Si maintenant je veux récupérer l'email de l'utilisateur avec l'ID 3, je vais faire à nouveau une requête et lui dire sélectionne-moi le champ email, je vais écrire récupérer, ce sera mieux, depuis user et je vais mettre le where pour mettre une condition. Where ID égale, et je ne mettrai pas 3 directement, je vais faire une requête préparée en mettant ici 3. Attention, pour que ce soit un tuple, il faut mettre une virgule à la fin. Cette fois-ci, je ne récupère pas plusieurs éléments, j'en récupère un seul, donc ce ne sera pas fetch all, mais cursor.fetch
one. Ça va me permettre de récupérer une seule ligne de cette réponse. Je vais stocker le résultat dans une variable result. Et si j'ai quelque chose, alors je vais afficher, par exemple, l'adresse email de la personne, c'est result 0. Comme c'est sous la forme d'un tuple, ça me permettra de récupérer le premier élément. S'il ne trouve rien dans ma requête, aucun utilisateur n'a été trouvé. On essaye, j'exécute, et là regardez, j'ai bien l'email de la personne avec l'ID 3. Si je tente de récupérer l'ID 4, il va me dire aucun utilisateur trouvé. Donc ça fonctionne parfaitement. Je vais vous montrer maintenant quelques requêtes de modification et de suppression. Donc pour modifier un élément dans la table user, on va utiliser le update. Donc c'est cursor.execute, update. On veut update quoi? La table user. Et on va set et dire les colonnes qui vont subir un changement. Donc je veux modifier l'email de la personne en précisant plus tard ce que c'est, avec comme condition que l'ID c'est quelque chose qu'on va préciser après. Donc là je vais mettre comme argument tu vas modifier avec l'email toto@gmail.com pour l'ID numéro 3. On n'oublie pas que c'est une requête qui va mettre à jour de l'information, donc on va faire un db.commit. Sinon, ça ne va pas pousser les changements. Et si j'exécute et que je vais dans ma DB, on peut voir que ça a bien modifié en toto@gmail.com. Enfin, si je souhaite supprimer un élément dans ma table, je peux faire un cursor.execute, delete from le nom de la table et mettre ici la condition. Par exemple, je veux supprimer le user qui a comme email toto@gmail.com. Attention à ne pas oublier la virgule quand on n'a qu'un seul argument. db.commit pour appliquer les changements. Et là, si j'exécute, là, mon utilisateur a bien disparu. Enfin, si vous souhaitez supprimer la table entière, vous pouvez faire un cursor.execute, drop table, if exist, et le nom de la table, db.commit, et ça va supprimer la table de ma DB. Tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ça reste une vidéo d'introduction pour ceux qui débutent. Bien évidemment, dans un programme Python, il va falloir faire des fonctions pour inclure tout ça. Mais si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à mettre un j'aime. Vous retrouvez ce tuto sous la forme d'un article sur mon application Async. Donc n'hésitez pas à la télécharger directement sur votre smartphone. Allez, sur ce, c'était Graven. Ciao à tous et à la prochaine.